Aujourd'hui, on va parler d'une marque que vous connaissez tous, sans pourtant réellement la connaître. Plus qu'une marque, son logo est le symbole d'une promesse de vivre une expérience audio et aujourd'hui même vidéo de grande qualité. Car derrière son logo se cache un homme et une histoire et tous deux sont finalement indissociablement liés par un nom. Alors au lieu de faire une énième vidéo sur les nouveaux formats de son et sur l'actualité de Dolby, on va se plonger dans l'histoire de ses racines et donc naturellement de celle de son fondateur, Ray Dolby. Inventeur de génie, ingénieur de haut vol et entrepreneur hors pair, Ray Dolby a marqué à tout jamais l'histoire du son et la manière dont on l'entend aujourd'hui. Dans cette vidéo, je partagerai aussi avec vous le nom d'un autre homme sans qui l'entreprise Dolby qu'on connaît aujourd'hui serait certainement très différente. Alors, avant d'en venir aux inventions et aux contributions de l'homme derrière le nom, reprenons d'abord son histoire depuis le début. Avant d'aller plus loin, je précise que nous ne sommes ni sponsorisés par Dolby, ni ne possédons d'actions Dolby à titre personnel ou au niveau de l'entreprise. Ray Dolby naît le 18 janvier 1939 à Portland, dans l'Oregon. Élève brillant, ses études l'amènent à étudier à Stanford. Et ses compétences hors pair lui valent d'être remarqué très tôt puisqu'à peine 17 ans, Ray Dolby travaille déjà chez Ampex durant ses jobs d'été. Et ce n'était clairement pas pour apporter du café ou faire des photocopies. Pour vous resituer, Ampex a été pionnière dans le domaine des bandes magnétiques aussi bien pour le son que pour l'image. Malheureusement, comme d'autres géants ultra spécialisés de l'époque, elle n'a pas su se réinventer et évoluer avec son temps. On va y revenir dans quelques instants. Pour en revenir à Ray Dolby, c'est donc là-bas qu'il a fait ses premières étincelles, puisqu'il a contribué à créer ce qui fut alors le premier magnétoscope de l'histoire. Et pour les plus jeunes qui nous regardent, le magnétoscope, c'est l'ancêtre du lecteur Blu-ray et du lecteur DVD. C'était avant le streaming, quoi. Ça ressemblait à ça ou à ça, mais comme celle de Dolby était la première machine, c'était encore plus gros et ça ressemblait à ça. Et là, vous voyez d'ailleurs le jeune Dolby juste ici. Son rôle est reconnu comme majeur dans le développement de l'appareil. C'est plutôt pas mal pour un gamin de 18 ans. L'ironie de l'histoire, c'est qu'Ampex ne savait en réalité pas bien quoi faire de cette machine enregistrée. Il pensait pouvoir en vendre une ou deux pièces à de gros studios de chaînes télé pour diffuser des programmes en différé d'une côte à l'autre des États-Unis. C'est donc sans se douter un instant de la révolution de l'enregistrement et la diffusion de contenu à volonté qui allait prendre le monde quelques années plus tard. I'm spending Wednesday night at the in-laws, but I'm not missing the Wednesday night movie. I'm working the late shift, but I'm not missing the late show. Thanks to Sony's revolutionary Betamax deck, which hooks up to any TV set, now you can automatically videotape your favorite show even when you're not home and watch it anytime you want. Good morning, gentlemen. I'm going home to watch the late show. Comme quoi, la vision, on l'a ou on ne l'a pas, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Ray Dolby, la vision, il l'avait lui. Une fois ses études terminées à Stanford, il rejoint l'armée et poursuit ses études à Cambridge en Angleterre, de laquelle il partira quelque temps pour rejoindre les Nations Unies en Inde en tant que conseiller technique. C'est une fois de retour à Cambridge que l'appel à l'entrepreneuriat de Dolby a fini de se développer. Et comme toute aventure entrepreneuriale, tout débute avec un problème à résoudre. Et voici celui de Dolby. La DOB de Ray consiste à réaliser des enregistrements de musique. Il se rend notamment à la Grande Chapelle pour enregistrer les chorales de l'Université de Cambridge. Mais chaque enregistrement est terni par un sifflement en fond audible sur chaque bande. Il s'intéresse alors toujours plus au problème et à la manière de le résoudre. D'autant plus que ce problème, il n'est pas le seul à l'avoir, mais littéralement chaque enregistrement de musique que l'on achetait à cette époque avait ce bruit de fond gênant qui gâchait l'écoute. Everyone was hoping for some way of reducing noise, and no one had succeeded. The cure always seemed to be worse than the disease. And naturally, I was fascinated by this problem. I had been working at Ampex, and the problem of noise was well known and understood by the engineers working in that field. Vous l'avez compris, Dolby n'est pas le premier à relever le problème puisque ça fait pas mal de temps que les ingénieurs se cassent la tête sur la question. Pour trouver une solution, Dolby accepte tout d'abord que le problème du sifflement ne peut être résolu après l'enregistrement, mais que le signal sonore doit être traité en amont pendant l'enregistrement. Et voilà sa solution.
Il détecte d'abord les fréquences responsables du bruit de fond. Celles-ci se localisent plutôt dans les hautes fréquences, les sons aigus. Puis il accentue ensuite l'ensemble du signal. En accentuant le signal global, il accentue d'autant plus les hautes fréquences qui deviennent ainsi parfaitement localisables. Il agit ensuite avec un système de filtre qui va retirer simplement les fréquences qui correspondent à l'insertion du bruit de fond dans la bande. Le signal est ensuite désaccentué pour revenir à la normale. Et c'est comme ça que la magie opère. Dolby réussit là où tant d'autres avaient échoué. Le procédé était simple, élégant et efficace. C'est ainsi que, sur la base de ce procédé, Ray Dolby, 26 ans, lance son entreprise en 1965. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre pourquoi cet Américain de naissance en est venu à fonder son entreprise à Londres. C'était à cause de ses études qui l'avaient amené jusque-là. Ray appellera le premier appareil de réduction de bruit le Dolby A-Type. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que Dolby n'est pas une solution applicable à n'importe quelle source au moment de l'écoute, mais c'est un système qui nécessite d'encoder d'un côté et de décoder de l'autre. Et c'est d'ailleurs le sens du logo Dolby. Le premier D encode, tandis que le deuxième décode. Simple, élégant, efficace. L'autre chose à retenir là-dedans, c'est que Dolby, c'est avant tout un business orienté vers les entreprises et pas les utilisateurs. Dolby vend ses appareils à réduction de bruit aux studios d'enregistrement qui, eux, font profiter du bénéfice produit à leurs clients qui achètent les disques. Mais comme le temps a tendance de faire perdre le relief des événements, retenez qu'à cette époque, les laboratoires Dolby étaient encore balbutiants. Ray Dolby avait emprunté de l'argent à ses parents pour démarrer son activité. To get the professional system going was a very big job because it had to go internationally or it couldn't go at all. And so I had to spend a lot of time traveling and giving endless demonstrations to skeptical engineers all over the world who had been taught that noise reduction was impossible and that only charlatans came along once in a while with the promise of noise reduction. Un an après la création de l'entreprise et après beaucoup d'efforts et de voyages à la rencontre d'ingénieurs, Ray parvient finalement à vendre ses 6 premières machines au studio Decca Records en 1966. Dans une interview, Iwan Allen, l'un des premiers associés et vice-président de l'entreprise, se rappelle du design de ces machines. Ray Dolby always had the thinking that his units should be like magic. You will notice something strange about that unit. There's no knobs on the front. In fact, the original ones didn't even have a meter on them. There's just an on-off switch on the back. And that was because he felt that he wanted people not to know what's going on in the unit and not to think they had to adjust anything or control it. Dès le départ, Ray Dolby voulait un système qui fonctionne comme par magie, sans réglage, sans bouton. Juste une grosse boîte dans laquelle faire passer le son pour qu'il se retrouve nettoyé de tout bruit désagréable. À croire que d'autres se sont inspirés de ça plus tard dans l'histoire. But what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to... Encore une fois, c'était simple, efficace, élégant. Le plus difficile dans la recherche de nouveaux clients, c'était l'évangélisation. Réussir à convaincre de nouveaux clients qui sont par nature frileux au changement et ne veulent pas être les premiers à essuyer les plâtres. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue et les équipes doivent redoubler d'efforts et d'énergie pour convaincre les prospects. Mais les efforts finissent par payer. En 1969, les laboratoires Dolby a fait une croissance saine et constante avec déjà une centaine de machines vendues. À cette époque, l'entreprise cible avant tout les studios d'enregistrement spécialisés dans la musique classique. En effet, les machines Dolby sont chères et seuls les studios de musique classique sont en mesure d'investir dans ce type de système. Ce sont aussi eux qui ont les clients demandeurs d'une meilleure qualité d'écoute. Mais la révolution musicale va passer un cap et donner un coup de pouce majeur à l'entreprise. La fin des années 60 et le début des années 70 marquent l'avènement du rock dans la culture populaire. Et avec lui, bien entendu, l'envie d'écoute de meilleure qualité. Et c'est ce qui va propulser Dolby dans son premier véritable succès de taille. Alors vous me direz en quoi le rock'n'roll ferait gagner plus d'argent que la musique classique. À cette époque, Dolby vend des machines et pas de licence, donc pas de revenus récurrents générés avec chaque vente de disques. Donc il n'y a pas de revenus qui croissent avec la vente de disques. Eh bien, comme dans toute révolution culturelle, derrière cette révolution musicale se cache une révolution technologique. Car là où la musique classique s'enregistre avec un ou deux micros pour obtenir une image sonore de l'ensemble d'un orchestre, le rock, lui, s'enregistre par instrument. Et chaque instrument représente une piste audio. L'appareil Dolby A prend en charge 2 pistes audio. Une seule suffit donc pour enregistrer un orchestre. Les morceaux de rock, eux, se jouent souvent sur 16 pistes et l'accumulation de ces 16 pistes avec un bruit de fond le rend d'autant plus audible que sur un mix de musique classique à 2 pistes. On résume, 16 pistes à traiter au lieu de 2 et un problème encore plus apparent que sur un mix à 2 pistes. C'est le jackpot. Le procédé Dolby devient indispensable pour nettoyer les musiques multipistes.
L'entreprise vend maintenant 8 appareils capables de gérer le traitement de 16 pistes, au lieu d'un seul appareil pour la musique classique à 2 pistes. Le mieux dans tout ça, c'est que les artistes ne se rendent pas qu'à un seul studio pour enregistrer leur album et traversent les pays et les continents pour enregistrer à différents endroits. Ce qui rendait les premiers studios frileux devient finalement ce qui les rend demandeurs et prescripteurs du système. La compétition pousse chacun à offrir les meilleurs résultats à leurs artistes. Ceux qui n'en ont pas encore entendu parler ou utilisé découvrent les performances du Dolby A grâce aux artistes qui leur rendent visite avec sous le bras les copies enregistrées dans un studio doté de la technologie. La magie opère à présent d'elle-même. Résultat, en à peine 18 mois, les principaux studios du monde occidental sont équipés en système de réduction de bruit Dolby. En 1972, rien qu'à Londres, ce sont 42 appareils à 16 pistes qui sont en fonctionnement. Mais ce succès avec les studios d'enregistrement, Dolby sait qu'il ne sera pas éternel. La démocratisation des bandes magnétiques et des cassettes audio est déjà en train d'éclore. Dès 1969, Dolby crée donc une version plus abordable, moins sophistiquée de son système de réduction de bruit, le Dolby B-Type. Bien qu'il soit beaucoup moins performant que le Dolby A, le Dolby B permet d'être implémenté directement dans pratiquement tous les lecteurs de bandes magnétiques. Le décodage se fait donc directement sur les lecteurs de cassettes des consommateurs. Et à la différence du A-Type, le Dolby B-Type nécessite certains décodeurs adaptés dans les lecteurs, mais le son produit par un appareil qui n'est pas muni de la technologie offre tout de même un son qui est convenable. Le coup de génie de Dolby va être de vendre uniquement le système d'encodage aux studios d'enregistrement, puis de donner accès au décodage gratuitement sans frais de licence aux fabricants de lecteurs de cassettes. Dolby commence à se populariser auprès du grand public. Mais vous le savez mieux que n'importe qui, aujourd'hui Dolby est certes connu pour le son, mais surtout pour le son du cinéma. Et c'est là que Dolby franchit le nouveau cap. Et cela n'aurait certes pas été sans Ray Dolby et ses équipes, mais pas non plus, et ça on le sait moins, sans Iwan Allen. Le taux d'équipement en matériel Dolby dans les studios d'enregistrement commence à saturer son propre marché. Et c'est Iwan Allen qui va donner le nouveau cap vers une industrie qui nécessite tout autant, sinon plus encore, que celle de la musique, une meilleure qualité audio. Je parle bien entendu du cinéma. À cette époque, le son des films est enregistré sous forme de pistes audio qui sont superposées sur bande magnétique. En gros, les dialogues, les effets spéciaux, la musique, tous ces éléments essentiels d'un film sont assemblés ensemble pour donner la bande-son. Bref, tout comme avec le rock enregistré en multipistes, les films de l'époque n'échappent pas au problème du bruit de fond. Et avec des centaines de productions qui sortent chaque année, quelle meilleure opportunité pour Dolby que de résoudre les mêmes problèmes que ceux qu'ils avaient déjà réglés pour le monde de la musique. Mais voilà, le marché du cinéma demande encore plus d'efforts que ceux des studios d'enregistrement pour s'y introduire. Et l'opération est encore plus coûteuse, ce sera donc long et fastidieux. C'est ici qu'Iwan Allen va d'abord apporter à l'entreprise de quoi avancer dans cette direction. Ayant préalablement travaillé avec l'industrie de la musique, l'un de ses contacts s'appelle Wendy Carlos. Wendy Carlos est l'une des pionnières de la musique électronique et Stanley Kubrick a fait appel à elle pour réaliser la bande-son de son prochain film. Et Wendy, qui s'appelle à cette époque encore Walter, mais ça c'est une autre histoire, est absolument fan du système de réduction de bruit Dolby. C'est comme ça que dès 1971, le premier film tourné avec la technologie de réduction de bruit Dolby sort au cinéma, Orange Mécanique. C'est plutôt pas mal pour un début. Mais il faut attendre 1977 pour que le succès devienne réellement planétaire, puisque c'est là qu'un jeune réalisateur méconnu est sur le point de mettre en salle un film un peu bizarre dont le titre dira probablement quelque chose à certains d'entre vous. C'est une histoire de chevalerie, mais ça se passe dans l'espace. Je parle évidemment de Star Wars. And the next step in that history came in 1977 with the release of a little film called Star Wars. So my thinking was that using 2 tracks instead of half left and half right for the 5 channels behind the screen, we'd take the 7mm print and just use left, center and right. Et la particularité de ce film, c'est qu'il n'est pas uniquement réalisé avec un son dénué de bruit de fond, mais il est surtout le premier à offrir une spatialisation immersive totalement inédite pour l'époque. Puis quelques temps après sortira Apocalypse Now. Ce sera le premier film à proposer le son en 5.1 tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. À cette période, Dolby s'améliore aussi dans son marketing puisque c'est à ce moment qu'il fait apposer son logo sur les contenus et les cinémas qui proposent la technologie Dolby. C'est comme ça que ce logo qu'on connaît tous aujourd'hui est véritablement devenu omniprésent sur les affiches de films et les devantures de cinéma. Bref, c'est à cette période que le grand public a véritablement commencé à prendre conscience de la valeur ajoutée des contenus labellisés Dolby. Et le succès de Star Wars
fait faire un pas de géant au développement de l'entreprise puisqu'en seulement quelques semaines de projection de films, ce sont près de 300 cinémas qui se convertissent pour se mettre aux normes afin d'être labellisés Dolby. Pour être labellisé Dolby, les cinémas doivent suivre et respecter un cahier des charges strict. C'est ce qui garantit une expérience de même niveau dans chaque salle qui propose le système. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui toujours comme ça que ça fonctionne. Le cahier des charges, aussi bien pour les grandes salles de cinéma que dans la disposition des enceintes recommandées pour les home cinéma, est strict et pas forcément évident à suivre. Mais c'est toujours dans le but final d'apporter la meilleure expérience aux spectateurs. Avec cette diversification, la marque devient toujours plus connue et reconnaissable. En parallèle, un public toujours plus large ressent le besoin de visionner les contenus avec toujours plus de qualité à la maison sur sa télécouleur. Tout comme avec le Dolby B, pour la réduction de bruit, l'entreprise adapte le décodage de films multicanaux pour qu'ils puissent être diffusés à la maison avec l'effet découvert la première fois au cinéma. 2 surround speakers are used to help give even sound coverage. These should be positioned either alongside the seating area facing each other or behind it facing forward. Iowan sera l'homme derrière les innovations majeures apportées au son du cinéma durant les 30 prochaines années. Ce sera lui qui apportera la vision pour améliorer toujours plus l'expérience d'immersion au cinéma. Le marché de la diffusion de films est une course sans fin pour offrir toujours plus d'immersion et de qualité aux spectateurs. Et dès qu'une technologie devient accessible au grand public, une nouvelle plus perfectionnée encore envahit les salles de cinéma. Le job est ainsi de continuer sans relâche à apporter l'innovation qui vous donnera l'envie de venir voir des films au cinéma, puis de la miniaturiser pour qu'on puisse la reproduire à la maison. Dolby sortira ainsi encore de nombreuses versions de son multicanal, d'abord en analogique puis en numérique avec le Dolby Digital. Dolby ajoutera ensuite des canaux surround avec le Dolby EX et le Dolby 7.1 en 2010. Mais leur succès commercial restera limité. Le prochain pari gagné sera lancé en 2013 avec comme premier film à l'affiche Rebelle. Le Dolby Atmos offre une expérience d'immersion sonore sans précédent. En 2 mots, le Dolby Atmos, c'est le passage du son de la 2D à la 3D tout en passant à la 4K, puisque le son est maintenant localisable dans les 3 dimensions avec une granularité encore jamais atteinte jusque-là. On appelle cette technologie le son par objet. Donc que ce soit au cinéma ou à la maison, les enceintes qu'on ajoute avec le Dolby Atmos apportent plus de précision dans l'action et pas plus de puissance. À l'instant où j'enregistre cette vidéo, la technologie Atmos est sans conteste la technologie de son par objet la plus utilisée. Elle s'utilise aussi bien pour les films que pour les concerts ou simplement les albums de musique. Mais malgré le succès incontestable du procédé Dolby Atmos, celui-ci a tout de même pris près de 10 ans pour se déployer et être connu du grand public. Comme vous le voyez, ces innovations prennent place sur un temps long. Car même si le Dolby Atmos dit quelque chose à toujours plus de monde, je me rends compte du nombre de personnes qui passent au showroom et découvrent l'expérience Atmos pour la toute première fois chez nous, puis chez eux avec nos installations. La question qui me fascine maintenant est de savoir quelle est la prochaine évolution qui arrivera dans nos salles de cinéma et ensuite dans nos salons. Les laboratoires Dolby ont été introduits en bourse en 2005 et sont valorisés à plus de 9 milliards de dollars. Et avec des bureaux sur 4 continents et plus de 2000 employés, Dolby est au sommet de sa forme. La technologie Dolby est absolument partout et vous l'utilisez sans même le savoir. Le téléphone, la tablette ou l'ordinateur qui vous sert à voir cette vidéo fonctionne notamment avec des codecs Dolby. Avec la technologie Dolby Vision, Dolby propose aujourd'hui un écosystème complet de procédés de technologie du son à l'image, de quoi assurer une expérience grand spectacle hors du commun. La sauce secrète de Dolby peut finalement se résumer par ces quelques points. Fabriquer les appareils à destination des professionnels en interne, mais faire fabriquer les produits grand public sous licence sans jamais concurrencer ses fabricants. Apporter de la valeur aux professionnels pour qu'ils transmettent la technologie d'eux-mêmes au grand public sans jamais les forcer. Faire en sorte que les licenciés apposent le logo et fassent donc la communication pour l'entreprise. Apporter avec chaque innovation une amélioration notable pour quiconque, donc pas de demi-mesure. Et enfin, exiger le respect des règles strictes des licenciés dans l'implémentation de la technologie pour que l'utilisateur soit certain de ne jamais être déçu. Le goût pour la simplicité, la performance et la qualité ont permis à Dolby de laisser une empreinte indélébile dans l'histoire du son et de l'image et de la manière dont le monde profite des contenus audio-vidéo. Tout comme Walt Disney n'aurait jamais construit l'empire que l'on connaît sans son frère Roy, qui œuvrait dans l'ombre, Steve Jobs sans Steve Wozniak ou Bill Gates sans Paul Allen, le succès de Dolby dans l'industrie du film est largement dû au travail d'Iowan Allen, qui certes moins connu du grand public, a su étendre les applications conçues par Ray. C'est en définitive le génie combiné de ces deux hommes qui a permis à l'entreprise de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Vous l'avez compris,
Le but aujourd'hui n'a pas été de vous parler de toutes les innovations de Dolby, j'en ai donc mis de côté pas mal d'entre elles pour vous partager la partie la moins connue de l'aventure. J'espère avoir été à la hauteur de l'hommage que je souhaitais rendre à cette entreprise et ces deux hommes, tout comme j'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo autant que j'aimais la préparer. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout et d'être toujours plus nombreux à nous suivre toutes les semaines. C'est probablement à ce jour la vidéo qui a nécessité le plus de temps et de recherche, donc si ce format vous a plu, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et évidemment à vous abonner pour qu'on se retrouve vendredi prochain. Pour finir, je vous laisse avec un dernier extrait d'interview d'Iwan Allen qui en fera réfléchir certains d'entre vous sur l'utilisation des basses et des surrounds. Et je vous laisse maintenant, prenez soin de vous et à très vite. What I'd say is the average person in the home today has got his surrounds turned up far too high and his subwoofers turned up far too high because he wants to show off to his neighbor that he's got a home theater. And in actual fact, it's not replicating the intent of the movie maker the way that the average film is played back at home.